La puissance des grandes entreprises mondialisées à l'épreuve du judiciaire de l'affaire Volkswagen au Dieselgate. Franck Agéry, bonjour. Bonjour. Franck Agéry, Mines ParisTech, Centre de gestion de l'École des Mines, CGS. Jean-Michel Sossois, bonjour. Bonjour. SCP Europe. C'est pas un petit sujet ça, hein, la puissance des grandes entreprises mondialisées face à l'épreuve du judiciaire. Numéro spécial de la Revue française de gestion, le management face au judiciaire. C'est pas un petit sujet. Non. Alors effectivement... Alors rentrons dedans tout de suite. Allons-y, Franco. Nous avons saisi l'occasion de ce numéro spécial pour traiter d'un sujet d'actualité qui nous a beaucoup interpellés, Jean-Michel et moi, sur le Dieselgate, et notamment ce qui est à l'origine du Dieselgate, c'est-à-dire le scandale Volkswagen. Alors brièvement, en deux mots, l'affaire est très connue, mais je vais la rappeler. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est au début 2016... la justice américaine se saisit du sujet, fait l'hypothèse, suite à la découverte par une ONG d'un logiciel truqueur, fait l'hypothèse qu'il y a un logiciel truqueur, une instruction judiciaire est lancée, qui va durer un temps extrêmement court comparé au délai français, une année environ. Et au bout de cette année, qui va mobiliser quand même l'agence environnementale américaine, l'EPA, le FBI, le Department of Justice, le Sénat. Il va y avoir des auditions. En un an à peine, ils arrivent à démontrer de façon implacable la culpabilité de Volkswagen. Notamment, ils arrivent à retourner des ingénieurs, donc ils ont des sources internes, qui met en évidence qu'effectivement, il y a eu un logiciel truqueur qui a été introduit sur les moteurs diesel, qui était activé uniquement en fait pendant les phases d'homologation, qui permettait aux véhicules de passer les tests, et qui ensuite se désactivait en phase d'usage classique. Donc qui aboutissait au résultat que finalement les émissions en conditions réelles étaient environ 40 fois supérieures à la norme d'homologation. Alors ce qui nous a fascinés, c'est... d'une part, la puissance, la vitesse de la justice américaine, qui est arrivée à coincer Volkswagen en très peu de temps. Et ensuite, on est parti d'une énigme. On s'est demandé, mais au fond, Volkswagen, c'était le leader mondial de l'industrie automobile à ce moment-là. Une entreprise avec une réputation évidemment extraordinaire. C'est Das Auto, donc le symbole des voitures de qualité. Et ils prennent un risque qui paraît totalement insensé de tricher, avec des effets sur la réputation qui vont s'avérer catastrophiques. Donc finalement, pourquoi ont-ils pris ce risque-là ? Alors en tant que chercheur en gestion d'organisation, généralement quand des grandes entreprises et des organisations font des choses, c'est qu'elles ont des bonnes raisons de le faire. Donc il fallait mener une enquête pour essayer de comprendre cette énigme, et on s'est appuyé sur deux types de sources. La première source, c'est l'enquête judiciaire américaine. Tout est en ligne, les documents sont consultables. Et ensuite, on a mené une enquête auprès à la fois d'ingénieurs de l'industrie automobile, et on s'est intéressé au processus d'homologation. C'est-à-dire comment on mesure, comment on homologue les véhicules, c'est-à-dire comment on mesure les émissions en conditions. Donc c'est ce qu'on a fait. Quand la gestion rencontre le judiciaire, le management rencontre le judiciaire, on mène des enquêtes criminelles et donc on formule des hypothèses. Jean-Michel Sossois, hypothèse. En suivant l'idée d'énigme, on a eu un côté un peu Sherlock Holmes, et on a essayé de pister, trouver des pistes. Et une première piste, ça a été la piste de l'arrogance. On appelait ça arrogance organisationnelle, un peu en parallèle avec les travaux de Brunson sur l'hypocrisie organisationnelle. L'hypocrisie organisationnelle, en gros, c'est essayer de trouver le décalage entre le statement, les bonnes intentions, les responsabilités sociales notamment, et puis la pratique. Donc, une forme de déconvenu quand il y a le décalage. Et dans l'arrogance organisationnelle, c'est assez différent. C'est l'idée d'une culture qui produit ses propres normes et produit son jugement indépendamment du jugement des autres. Et alors, une hypothèse qui était de dire, finalement, dans le rapport entre les entreprises et les agences de régulation, qu'en est-il ? Est-ce que les entreprises se soucient
d'être régulé. Alors la réponse, comme dit Brecht, la vérité est concrète, la réponse est non. C'est-à-dire que le régulé, d'une certaine façon, se soucie guère du régulateur. En analyse systémique, un grand systémicien qui s'appelle Ross Ashby parle du loi de la variété requise, c'est-à-dire que lorsque la variété du système qui est contrôlée est supérieure à la variété du système qui contrôle, en général, il y a inversion de contrôle. Donc l'idée de l'arrogance nous paraissait une piste envisageable, et on a essayé de la vérifier à travers cette enquête. Et alors quand on essaye de la vérifier, qu'est-ce que ça donne ? Alors justement, on a mis en évidence effectivement d'autres pistes. La deuxième piste, c'est finalement, ça renvoie au thème du numéro spécial, c'est la prééminence, dans ce cas-là, des normes managériales par rapport aux normes juridiques. Donc il y a une inversion par rapport à ce qu'on aurait attendu logiquement. C'est-à-dire ce qu'on a vu chez Volkswagen, c'est le fait que ce qui a été primordial, c'est le fait de tenir les délais, les coûts, et d'arriver à concevoir et de sortir un moteur à bas coût. Alors, une des raisons, c'est qu'en fait, aux États-Unis, Volkswagen n'est pas considéré comme un constructeur haut de gamme, mais plutôt moyen de gamme. Et donc, les ingénieurs avaient parfaitement intégré que les normes anti-pollution étaient plus sévères aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, ils étaient arrivés devant une situation impossible, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à mettre au point un moteur avec des coûts acceptables. Donc, à partir de là, en fait, ce qui était au départ une transgression est devenu un problème technique. C'est-à-dire que le management a dit, ce qui est important, ce sont les normes managériales et non pas les normes juridiques. Donc, trouver une solution pour arriver à répondre à ce problème technique. Et donc ça nous a conduit à une troisième piste, qui est la question de la normalisation de la déviance. C'est-à-dire que si on dépasse le cas Volkswagen et qu'on s'intéresse au secteur automobile en général et qu'on regarde les processus d'homologation, on se rend compte que le cas de Volkswagen est un cas limite au sens où il y a une triche délibérée avec l'introduction d'un logiciel, mais en gros, tous les constructeurs ont joué avec les normes. Donc il y avait un jeu entre régulateurs et régulés, et en gros, tout le monde savait qu'il y avait un écart très grand entre les émissions en conditions réelles et les émissions homologuées. Alors c'est ce que les constructeurs appellent d'un nom euphémisant, ils appellent ça l'optimisation. On optimise les tests, ça veut dire qu'on joue sur toute une série de paramètres pour arriver à passer dans les meilleures conditions les tests, mais que cela est assez éloigné en fait des émissions réelles. Donc c'est ce qu'on a appelé, pour reprendre le terme d'une sociologue américaine, la normalisation de la déviance. C'est-à-dire le fait de ne pas respecter les règles devient la règle. Voilà. Tout le monde en fait transgresse, et donc le fait d'être déviant n'est pas considéré comme un comportement anormal, bien au contraire. Et jusqu'ici, tout va bien, jusqu'au moment où c'est le Skyfall, c'est-à-dire la justice américaine se met en marche. C'est ça que vous nous expliquez. Ça, c'est la grande découverte. Ouais. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure sur les régulations, et je pense, hypothèse, que les dirigeants Volkswagen avaient une image de EPA, des agences de régulation américaines, à l'aune de l'image qu'ils ont des agences de régulation européennes. Donc ils n'ont pas très pris au sérieux la puissance de feu de EPA. Ceci dit, comme le disait Franck tout à l'heure, le poteau rose n'a pas été découvert par EPA. Pendant 10 ans, les homologations ont été acceptées par EPA. Il a fallu, on reviendra tout à l'heure sur la conclusion, ça me paraît quand même un point important, il a fallu que ce soit une ONG finançant une petite université américaine qui a déclenché l'affaire. Ceci dit, une fois l'affaire déclenchée, c'est-à-dire en septembre 2015, la notification de violation du Clean Air Act, il faut voir également qu'aux États-Unis, EPA, c'est l'agence en charge d'exécuter une loi fédérale. C'est extrêmement intéressant pour nous en France. En France, on a un énorme problème de mise en œuvre. C'est ce qu'on entend toujours dans les radios. C'est la question de mise en œuvre. On a des lois, mais on ne sait pas les mettre en œuvre. EPA est le bras armé du Clean Air Act. Donc à partir du moment où cette violation a été notifiée,
À ce moment-là, la grosse artillerie, ce que disait Franck, le FBI par exemple, qui intervient. Et chose également qui me paraît extrêmement importante, c'est que Volkswagen n'est pas seulement une personne morale, c'est ça qu'il faut bien voir, mais c'est aussi, on rentre dans la boîte noire et on intervient directement auprès des cadres dirigeants qui ont participé à cette manipulation. Très concrètement, les 6 hauts cadres dirigeants sont à l'heure actuelle mis en examen par la justice américaine, et s'ils ont le malheur de franchir le sol américain, ils auront quelques problèmes. Donc, en gros, si vous voulez, la grande différence, c'est la capacité d'un système tel que le système judiciaire américain de mettre en branle la grosse machine, et avec... c'est un an ou 14 mois d'une rapidité assez stupéfiante, et qui évidemment a très, très surpris les dirigeants de Volkswagen. Bien sûr. Quels enseignements? La puissance ne respecte que la puissance, c'est ça? Oui, on pourrait dire ça. Enfin, ce qui nous a frappé, parce qu'il y a des débats dans toutes les sciences sociales sur le nouveau pouvoir des grandes entreprises, la puissance des grandes entreprises. Il y a notamment Teubner qui a écrit sur l'autonomisation du pouvoir des grandes entreprises. Sous-entendu, c'est une autonomisation inéluctable. Alors, ce qui nous a intéressé, c'est que là, on voit d'une part un contre-pouvoir émerger qui est assez inattendu, qui est cette alliance entre des ONG, des universités, et puis surtout la capacité de mise en branle d'un dispositif judiciaire. Alors, ce n'est pas le droit, mais on voit aux États-Unis une capacité à mettre en œuvre des moyens qui sont proportionnés à la puissance des grandes entreprises. Et dans ces cas-là, on arrive à mettre en échec, d'une certaine manière, la puissance des grandes entreprises. Et il nous semble, alors c'est pour ça qu'on a écrit ce papier, c'est qu'en Europe et en France en particulier, il me semble qu'on en est encore très loin. On voit bien, là, il y a toute une série d'affaires qui mettent en cause des grandes entreprises, qui traînent pendant des années, il y a des procédures, etc. Et je pense que ça tient à la fois aux caractéristiques du droit, qui sont effectivement le droit français différent du droit américain, mais aussi à la capacité à mettre en œuvre, à concevoir des dispositifs d'enquête hors normes. On pense évidemment à d'autres affaires, hein. Voilà. Par exemple BNP Paribas. Au hasard, et l'amende américaine BNP Paribas. Oui, on est très proche aussi. Enfin, ça pourrait être une extension possible de votre travail. Tout à fait. Grand merci pour cet éclairage. Un article absolument passionnant. Voilà, je l'ai déjà dit, je le redis. La puissance des grandes entreprises mondialisées à l'épreuve du judiciaire, de l'affaire Volkswagen au Dieselgate. Numéro spécial, le management face au judiciaire. Merci. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe.